Confrontés aux ravages de la gale, les éleveurs ont tapé du poing sur la table en bloquant l'abattoir du Moule. Ils veulent que cette maladie soit éradiquée afin de permettre le développement de l'élevage. Notre reportage sur place en ouverture de ce journal. Elles sont âgées, isolées et laissées pour compte. Plusieurs dizaines de familles de la section Rigolette à Vieux-Fort sont privées de téléphone depuis le passage de l'ouragan Maria. C'est leur quotidien qui est rendu impossible par cette situation. Nous le verrons avec notre reporter Anne-Elisabeth Artsen. Elle avait été moquée pour sa gestion de la ville qui cumulait un déficit de 2,5 millions d'euros. Le préfet, en rétablissant une recette d'1,9 million, lui a donné raison et fait baisser considérablement le déficit. Marie-Luce Ponchard s'exprima sur ce bras de fer avec la Chambre régionale des comptes. Mythique, magique et agréable à l'oreille, tel est le groupe Soft qui présente son prochain album avant de s'envoler pour un concert à la Martinique. Fred DN nous dira ce qui porte ce beau projet musical. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Depuis plusieurs mois, ils signalent aux autorités que la gale dévore leur cheptel. Les éleveurs, excédés par la lenteur des élus locaux à régler ce problème, ont fait un coup de sang ce matin. Ils ont bloqué l'abattoir départemental du Moule pour se faire entendre. Nathalie Dinan et Moïse Dexter étaient sur place. Les éleveurs de Guadeloupe crient depuis 2 ans à qui voudrait l'entendre l'état de catastrophe sanitaire de la filière. Face à la non prise en compte de leurs souffrances, ils ont manifesté leur colère en bloquant l'accès à l'abattoir ce matin. Nous voyons l'ancien préfet, ça fait 2 ans, il dit nous, mais ça, il faut mettre ça en urgence. Il n'est pas rien pas fait. Nous voyons la région dit nous n'a pas compétence à y. Mais il peut participer à dedans. On voit le département, après le département qui n'a pas compétence à y. Nous, en fin de compte, pas de compétence pour les maladies en Guadeloupe. L'abattoir, c'est l'aboutissement des bêtes qui entrent à l'abattoir qui est inégal. Et ce qui arrive aussi, il n'y a pas qu'à contrôler. Nous ne pouvons pas chiffre au niveau de la chambre, nous ne pouvons pas chiffre au niveau de l'abattoir, bœuf qui entre égal. Et si nous ne pouvons pas chiffre, nous ne pouvons pas évaluer rien. En ça, il n'y a pas d'épidémie. À crier la DAF dit nous, il peut recevoir pour papier constatant qu'il y a une gale en Guadeloupe. Et madame est en réunion avec nous, m'a dit ça. Il était en réunion avec le préfet, il dit ça. Mais il dit il pas vraiment. Depuis qu'il est arrivé, la DAF il était bloqué. L'abattoir sera en sous-production par manque de bêtes. Les bouchers de Guadeloupe se plaignent de ne pas trouver de viande localement. C'est toute une filière qui souffre. Alertée, Justine Bénin a tenté de réunir les parties. Elle prône le dialogue. S'agissant de la filière, vous m'avez entendu leur dire, il faut structurer la filière. Et je leur ai dit qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. Demain, il y a une réunion avec l'ensemble de la filière au niveau d'Iguavi. Il faut que les agriculteurs puissent s'y rendre et faire preuve de sagesse. Il est prévu une réunion, on ne connaît pas encore le lieu, lundi à 16h, avec les collectivités majeures, la DAF et la Chambre d'agriculture. Donc je leur ai demandé aujourd'hui de faire preuve de sagesse parce qu'aujourd'hui, il faut régler les conflits. La Guadeloupe, la population guadeloupéenne n'a pas besoin de conflits. Nous avons besoin de solutions. Les collectivités majeures et l'État ont entendu l'énième cri des éleveurs. Le président de la commission agriculture et pêche, Jean-Marie Hubert, est venu à leur rencontre pour confirmer que la région sera à leur côté. Chat échaudé craint l'eau froide. Ils ont décidé de maintenir le blocage jusqu'à la rencontre prévue demain en marge du séminaire sur l'alimentation organisé par l'Iguavi. Et ce matin, une autre mobilisation, celle des transporteurs de la société Sofibert. Ils ont débrayé devant l'enseigne située à Jarry, mécontents du licenciement de l'un des leurs. Ils réclament sa réintégration et demandent aussi la stricte application de l'accord Bino. Reportage Karen Diama. Premier jour de grève pour la quarantaine de salariés de l'entreprise Sofibert, spécialisée dans le transport de denrées alimentaires. Je l'ai passé sur un licenciement abusif. Qu'elle a décidé de licencier un camarade de nous, un chef de service dit pas marchandise là, et derrière il a dit c'est un marchandise qui est détourné, qui prend, et nous a dit nous pouvons rester comme ça parce que de toute façon, nous qui signé mise à pied là, et nous qui a signé le licenciement là, c'est pas normal. Et nous ne pouvons pas rester comme ça, de toute façon, il y a doué nous. Outre la réintégration de l'agent licencié, 5 autres points viennent s'ajouter au cahier de revendications. Il y a des camarades de nous aller, je nous commande de l'intégration à camarades de nous et notamment application à la Corbino. Depuis 2009, nous signons pour Jean Benoît, mise en place un véritable comité de groupe pour nous, ça va passer un groupe là. Et nous commandons l'UES qui a regroupé les 4 sociétés et nous commandons des conditions de travail à les chauffeurs, les préparateurs, les commerciaux, tout le monde en cette là que nous revoyons et notamment nous commandons au restant l'argent, prime d'intéressement nous passé sur 2016. Okay? C'est un véritable méchanceté, mépris qui en laisse cette là.
notamment avec un camarade, un directeur qui a créé, M. Cautino, avec complicité avec M. François Desprêtres, ils ont décidé d'ouvrir foire à travailler. C'est pour ça que nous l'ajoutons là. Et nous avons dit, tel pas intégré camarade nous, ça peut être ouvert. La mobilisation sera reconduite demain. Pour l'heure, aucun rendez-vous n'est prévu avec la direction, qui n'a pu être jointe pour des commentaires. Incident assez rare mais possible, la Chambre régionale des comptes s'est trompée sur l'état du budget 2017 de la ville de Basse-Terre. Le préfet, en rétablissant une recette d'1,9 million, a donné raison à Marie-Luce Ponchard, ce qui réduit le déficit à un peu plus de 62 000 € au lieu des 2,5 millions avancés par la Chambre. Marie-Luce Ponchard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. J'imagine que vous vous réjouissez de cette nouvelle. Que traduit cette décision, selon vous, du préfet ce soir ? Vous savez, il ne s'agit pas pour moi de faire du triomphalisme. Simplement, lorsque vous êtes en responsabilité et qu'il y a une erreur manifeste, il est de votre devoir d'aller jusqu'au bout dans le débat contradictoire pour défendre les contribuables bastériens. C'est ce que j'ai fait, tout en respectant cette juridiction, tout en respectant la fonction de magistrat, mais pour autant, il fallait clarifier cette situation parce qu'à terme, le préfet aurait été amené à augmenter les impôts des Bastériens, ce qui était impensable. Donc j'étais dans mon rôle et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de son raisonnement et ce n'est pas remettre en cause la CRC que d'entamer cette démarche. La loi le prévoit et il faut toujours que la loi prime sur toute autre considération. Avez-vous eu le sentiment à un moment donné que cette affaire avait entaché votre image d'ancienne ministre ? Vous savez, j'ai le sentiment que parfois on veut laisser entendre à tous les Guadeloupéens que les élus ne seraient pas en capacité de gérer les communes, de gérer les collectivités. Je crois qu'il faut savoir faire la part des choses. Et j'ai montré depuis que je suis en responsabilité que j'ai le souci de préserver les finances de ma collectivité, de la collectivité de Basse-Terre, parce qu'il s'agit de l'argent public, il s'agit de l'argent des Bastériens. Donc je suis très soucieuse d'avoir un débat contradictoire, d'être dans la transparence, mais pour autant, je crois qu'on n'est pas sous tutelle et qu'il y a peut-être des attitudes, des comportements qui sont du passé et qu'il faut effectivement que l'État soit dans ses responsabilités, puisse veiller à ce que les collectivités respectent la réglementation, respectent le code des collectivités locales et en même temps nous laisser, nous, en responsabilité et prendre les décisions et ne pas être pour l'État dans de l'opportunité. Parfois, tout ça se mélange et on arrive à ces situations. Je le regrette fortement parce qu'il n'y a eu aucune volonté de ma part de vouloir affaiblir une autre juridiction comme la Chambre régionale des comptes. J'aurais préféré que ça se passe différemment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne fais pas de triomphalisme, je le dis, mais les Bastériens, je crois, ils apprécieront de voir qu'il y a un maire qui est soucieuse de préserver leur intérêt. Et surtout qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. En parlant de responsabilité, Yves Jégo, ancien ministre, interrogeait hier à l'Assemblée nationale le Premier ministre sur l'avenir des départements d'outre-mer. Il a évoqué le problème de l'eau. Je vous propose d'écouter la réponse d'Édouard Philippe. La situation de la distribution de l'eau potable en Guadeloupe n'est pas satisfaisante. Elle est même scandaleusement insatisfaisante. Il y a une ressource en Guadeloupe. Il n'y a pas de problème d'accès à la ressource. Mais il y a des problèmes de distribution. Il faut que les élus se mettent autour de la table et il faut que nous les incitions à trouver des accords en matière de gouvernance et en matière d'investissement. Et nous pourrons aider, mais nous ne pourrons qu'aider car les responsabilités sont évidemment d'abord au plus près des territoires. Donc nous devons être à la fois présents, confiants, aidants, exigeants pour faire en sorte que ces outre-mer que vous avez évoqués soient une grande, très grande chance et une très longue chance pour la France. Il pointe du doigt directement la responsabilité des élus locaux, des propos assez virulents quand même pour le Premier ministre qui parle sans langue de bois. Est-ce que les élus guadeloupéens sont incapables de régler ce problème qui mine la Guadeloupe depuis des années ? Vous savez, ce problème vient du fait qu'en 2009, je pense que nous avons signé ces accords de sortie de crise en allant un peu trop vite, en prenant une décision qui était de dire, pour régler le problème de l'eau, il faut un prix unique de l'eau et il faut un syndicat unique de l'eau. Et à partir de là, comme effectivement tout n'avait pas été mis sur la table, on voit bien qu'avec le temps, il y a des divergences de vues et qu'on est dans une posture politicienne au regard d'un engagement qui aurait été pris en 2009. Je pense qu'il y a eu trop d'échanges et parfois même des blessures dans la position des uns et des autres et qu'il faudra à terme quelqu'un qui puisse intervenir, faire une sorte de médiation
parce que je suis convaincue que les élus peuvent trouver un dénominateur commun qui permettra de trouver la meilleure solution en termes de gouvernance. Et ça va être quelque chose qui va se régler plus rapidement qu'on pense, parce que les élus sont au pied du mur. Si aujourd'hui ils veulent un accompagnement de l'État, parce qu'ils ne pourront pas, avec le prix de l'eau, financer toutes les infrastructures qui sont nécessaires, il faudra forcément passer par cette case. Et je dis une chose, je souhaite que l'État ne se mêle pas de ce débat et laisse les élus guadeloupéens en responsabilité, parce que le peuple guadeloupéen, la population regarde tous les élus qui doivent apporter une solution sur la question de l'alimentation. Marie-Louise Panchard, excusez-moi. Il a été convenu qu'il faut à peu près 900 millions d'euros pour régler le problème définitivement, ce problème de l'eau en Guadeloupe. Vous avez été convoqué, ainsi que d'autres deux élus qui ont charge, qui ont cette compétence de l'eau par le secrétaire d'État à la transition énergétique, Sébastien Lecornu, pour essayer de fédérer, de fédérer un petit peu, d'avoir une cohésion pour, j'ai envie de dire, mettre un peu de pression, mettre la pression sur le gouvernement afin qu'il signe ce chèque. Cette cohésion n'a pas été possible. Est-ce qu'on peut attendre encore aujourd'hui des élus à ce qu'ils se réunissent? Lorsqu'on parle aujourd'hui, certains affirment qu'on voudrait éviter de régler ce problème sous la mandature d'Harry Chalus, de peur que le mérite ne lui revienne. Est-ce que les velléités politiciennes, finalement, prennent le dessus sur l'intérêt général en Guadeloupe? C'était souvent le cas, mais je crois que ça ne pourra plus être le cas, parce que la pression de la population est trop forte. Et on le voit aujourd'hui. Aussi bien le département, le président Harry Chalus a accepté et a pris en charge des travaux qui ont été réalisés sous maîtrise d'ouvrage régionale. Peut-être que ma question a été trop longue, mais est-ce que la pression de la population, finalement, n'a pas suffi, ce fameux samedi soir, à réunir et à fédérer les élus locaux? Quand seront-ils en unité? Je pense qu'il ne faut pas considérer que les élus sont irresponsables. Eux aussi sont victimes, parce qu'eux aussi n'ont pas d'eau chez eux. Donc c'est une question qui concerne le Guadeloupéen. Simplement, l'organisation de nos collectivités fait que c'est aussi complexe. Quand vous avez un texte de loi qui répartit autant la compétence entre différents acteurs, c'est plus facile de régler un problème à 2 que lorsqu'il faut le régler à 10 ou à 20. Donc c'est ça aussi qui est difficile. La complexité des textes fait qu'à un moment donné, dès lors qu'en plus il y a des problèmes politiques qui se mettent sur la table, il est encore plus difficile de trouver une solution. Mais moi, je ne suis pas pessimiste, parce que j'ai vu, là, les quelques mois qui viennent de s'écouler, une volonté à la fois du département et de la région de ne pas se poser de la question qui est maître d'ouvrage, qui doit réaliser, qui doit solliciter les subventions. On a fait. On a fait, pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas laisser une population pendant des mois, des semaines sans eau. Donc, au moment où ce comité de l'eau qui va se mettre en place dans le cadre de la nouvelle loi, le comité de la biodiversité, et où on sent une volonté du gouvernement de nous dire, on sait qu'il y a des coûts importants à supporter par le département et la région et que l'État serait prêt à nous accompagner, je pense que la raison va l'emporter, parce que c'est une question essentielle. On ne peut pas parler de tourisme, on ne peut pas parler des sujets de développement si on n'a pas d'eau. Et puis c'est une question aussi de santé publique. Donc on a tous une part de responsabilité, même si moi je ne suis pas dans les instances qui prennent des décisions, puisque je n'ai pas cette délégation de compétences, mais je suis le dossier parce que ça me concerne, parce que j'ai des administrés chez moi qui, quand ils n'ont pas d'eau, c'est le maire qui est ennuyé. Donc personne ne peut rester insensible à cette question. Marie-Louise Panchard, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Autre sujet, 3 mois après le passage de l'ouragan Maria, certaines familles n'ont toujours pas accès à leur ligne téléphonique. C'est le cas de certaines personnes âgées à la section Rigolette à Vieux-Fort qui aimeraient bien que leur cas soit pris en compte. On regarde le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène. Impossible de passer à côté. Ils sont partout. Henriette vit entourée de ses câbles téléphoniques depuis le passage de Maria. Une situation délicate pour cette mamie de 90 ans. Ma fille avait demandé pour venir l'arranger. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais fait. Tu vois le poteau qui est par terre là. Et s'il était tombé sur la maison, il s'est réfléchi. Tout un poteau qui était là aussi ensemble avec l'autre. Et l'autre est cassé. Et l'autre est cassé, le moitié. Mais jusqu'à maintenant, j'en ai pas de téléphone, j'en ai pas. Et je suis âgée de 90 ans. Ma fille, elle était obligée d'acheter un téléphone portable pour moi. Et elle a même acheté 2. Une à Vieux-Fort et une, elle est envoyée de France. Et c'est même pas le faire.
Georgette est elle aussi impactée par ce problème téléphonique très contraignant pour cette maman et ses enfants. J'habite à Rigolette et depuis le cyclone, je n'ai pas de téléphone. C'est coupé vraiment à la maison. Le fil qui sort dans le poteau de téléphone pour entrer chez moi, c'est coupé. J'ai des enfants en métropole, je ne peux pas l'appeler. Mais j'ai mon portable et ça passe pas tous les jours. Ça passe pas, c'est pas tout le temps ça passe. Mes enfants m'appellent, c'est pas au moment. Hier, ma fille m'a appelé, je l'ai eu, mais elle m'a dit, ça fait plusieurs fois qu'elle m'appelle et elle ne me joint pas. De Basse-Terre au Gosier, c'est tout le territoire guadeloupéen qui subit encore, 3 mois après le passage de ce phénomène météorologique, les conséquences des dégradations du système téléphonique de l'opérateur public. La préfecture invite d'ailleurs les abonnés à se rendre sur leur site pour d'éventuels recours auprès des services concernés. Et c'est aujourd'hui qu'était publié le rapport d'expertise du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sur l'impact du passage de l'ouragan Maria sur l'île de Saint-Martin. Une trentaine d'experts ont visité plus de 150 bâtiments publics pendant une semaine. Cette évaluation doit servir de base pour compléter et adapter les normes de construction aux Antilles. On écoute les explications de Françoise Troplin, membre du CAUE, nommée chargée de mission d'expertise pour la collectivité de Saint-Martin. Elle est interrogée par Yvan Lemar. Saint-Martin est une île magnifique, avec une biodiversité, avec des paysages remarquables, et que de toute façon, on ne peut pas continuer à construire Saint-Martin comme ça. Donc il va falloir réfléchir pour savoir comment on occupe ce territoire, comment on recule de certaines parties. On a vu dans les relevés d'expertise, par exemple, que chaque fois qu'on avait une bande de terre entre la mer et une lagune, et je pense que plus de 50% de Saint-Martin sont des lagunes, des territoires humides où l'eau est toujours présente. Mais chaque fois qu'on a cette configuration, on a eu des bâtiments ravagés par la submersion marine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on conforte? Ou est-ce qu'au contraire, on fait un bond en avant de 30 à 40 ans en disant « Ok, on continue à faire du tourisme, un tourisme vert, qui respecte l'écologie, qui respecte la biodiversité, et on attire une nouvelle clientèle qui va pouvoir justement comprendre ce qui se passe. » La première chose, c'est déjà de classer les bâtiments. Une préfecture installée dans une villa, c'est pas possible. D'accord ? Il y a un certain nombre de bâtiments qui doivent être opérationnels après une crise. Et ce matin, on en parlait même au niveau des écoles. Il faut que, par exemple, dans un collège, il y ait une partie qui, même si sur 600 enfants, il n'y en a pas 600 qui vont à l'école, même s'il y en a 60, mais au moins qu'il y ait 1 ou 2 classes qui soient opérationnelles. Et ça, c'est valable pour tous les types de bâtiments. Il faut prendre l'habitude de faire au moins une partie qui va être classée pour résister à une catastrophe naturelle. Et aux abîmes, la décision d'Éric Jalton d'annuler la fête patronale par solidarité avec les habitants de Saint-Martin a immédiatement déclenché les critiques et les moqueries de l'opposition. Elle y voit une tentative de masquer la mauvaise gestion de la commune. Nous avons souhaité savoir ce qu'en pensent les administrés, des propos recueillis par Karen Diamant. Moi, je trouve que c'est 50-50, hein, parce que, bon, par rapport à ce qu'ils ont dit pour l'ouragan, je trouve ça raisonnable aussi, mais aussi c'est un peu... Bon, parce que c'était un bon événement en fait. Donc voilà quoi. Il dit pas d'argent parce que fait de ces gens qui en cyclone là, alors là, il peut pas faire fête d'abîme, mais il a machin nous côté citin et pour le 20 et le 11. Alors comme nous avons une association, alors il dit nous comme ça, préparez-nous, association nous dit nous préparez-nous. Linge a fait habillement nous pour l'année passée nous mettez en l'air nous et attendre côté site là nous tout qui attendre là comme ça alors là fait quoi des enfin toutes les machins à éveil alors là il a venir là enfin puis parler puis dit ça il a dit non je viens de l'apprendre et effectivement je trouve ça dommage parce que ça aurait été bien quand même d'avoir une activité aux abîmes, ça pourrait au moins redonner de la vie et au moins faire un peu plaisir aux abîmiens. Donc je trouve ça dommage, mais je viens de l'apprendre et franchement, c'est vraiment dommage. J'estime que c'est une bonne chose parce qu'on pense que festivité. Il faut penser aussi à réduire un petit peu sous les dépenses. Personnellement, comme je n'assiste pas réellement aux fêtes patronales, il y a déjà petite, oui, mais il y a plusieurs années que je n'y participe pas. Mais je trouve que c'est dommage puisque c'est dans l'ordre général des choses. Je veux dire, c'est presque de l'ordre du patrimonial, du culturel. Donc je trouve que c'est dommage. J'avoue que, d'autant que la raison qui a été donnée me paraît, ce n'est pas vraiment justifié, à mes yeux, je dis bien. Mais pour moi, c'est une bonne chose.
parce que avec tout ce qui se passe, avec comment ça s'appelle, avec le cyclone, il y a Yuma, il y a José, et j'oublie Marina. Alors c'est pour ça, j'ai l'impression, c'est pour ça qu'on a annulé. Ça fait des amis, moi je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Ça permet de faire des économies. Voilà, pour l'économie des abîmes aussi. Et en Martinique, 2 policiers ont été agressés ce mois-ci, tous 2 renversés par des chauffards qui tentaient de se soustraire à un contrôle. Les forces de l'ordre dénoncent une violence qui se banalise. Reportage à Alizé Lutran, Guy Raphaël René. Il est aux alentours de midi, hier, dans ce quartier de Schellcher, lorsqu'un individu, après avoir tenté de cambrioler une maison, s'enfuit à bord d'une voiture volée la veille. Dans sa course folle, il percute un policier qui patrouille alors à moto. Le choc est tel que l'agent est projeté à plus de 10 mètres. À cet instant, Patrick est à son bureau, en contrebas. Il est l'une des premières personnes à arriver sur place. J'ai vu le chauffeur de la voiture qui s'enfuyait en courant. Et il y avait un client qui était là, donc il m'a dit tout de suite ce qui s'est passé puisqu'il a vu la scène. Et en fait, il se trouve que la voiture est sortie de là, elle a carrément décollé. Et il y avait 2 motards qui par hasard montaient l'avenue. Et la voiture qui a choqué un des 2 motards et qui a terminé sa course contre le mur là. Et au même moment, à Fort-de-France, un autre fait similaire se déroule à la limite des Terres-Saint-Ville et du centre-ville. Un individu qui était également à bord d'un véhicule volé, qui était poursuivi par les effectifs de police, est arrivé, il s'est retrouvé coincé dans la circulation en rue Goussard. Les effectifs ont mis pied à terre pour l'interpeller, lui il a pris la fuite, il est monté à l'arrière d'une moto qui peut-être l'attendait, qui les avait prévenus. Mon fonctionnaire a essayé de se saisir de l'individu, mais ils ont démarré violemment et le fonctionnaire a été entraîné et a chuté lourdement sur le sol. Les 2 policiers, âgés de 40 et 45 ans, respectivement blessés au genou et à la cage thoracique, ont été hospitalisés au CHU. Leur jour ne serait pas en danger. 2 nouveaux cas qui portent aujourd'hui à 50 le nombre de fonctionnaires de police blessés en service depuis le début de l'année. Un chiffre que déplorent une fois de plus les syndicats policiers. Ça commence à bien faire parce que c'est devenu un acte, je dirais, délibéré des gens maintenant de foncer sur les policiers et d'essayer de les tuer, de les percuter. Notre travail, c'est justement de protéger les citoyens, mais on donne de notre chair et de notre vie des fois, puisque l'an dernier, il y a 26 tués dans la police quand même. Au lieu de filmer et de laisser les gens tuer les gens ou de filmer les policiers en action, aidez-les. Aidez la police à élucider les affaires et protéger vos policiers parce que plus personne ne va vous protéger quand il ne restera plus de policiers. Hein. L'enquête, quant à elle, a été confiée à la gendarmerie. Les 2 malfrats sont pour l'heure toujours en fuite. Les forces de l'ordre ont indiqué avoir recueilli plusieurs éléments qui pourraient permettre de les appréhender rapidement. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Le lancement de la fusée Vega à Kourou en Guyane et puis pause musicale avec le groupe Soft qui doit s'envoler pour la Martinique pour un concert annoncé comme exceptionnel. La fusée européenne Vega d'Ariane Space a lancé dans la nuit d'hier un satellite marocain, Mohamed 6A, un satellite d'observation doté de capacités militaires. Le détail avec Pierre Tréfou et Gaël Ouassim. 3, 2, 1... Top. À image P80. Pour son 10e lancement de l'année et le 11e avec le lanceur Vega depuis le début de son exploitation, Ariane Espace a lancé hier à Kourou le satellite marocain Mohamed 6 avec succès. C'est un lanceur qui remporte vraiment un succès sur le marché. Il répond à la fois à des besoins gouvernementaux, comme c'était le cas aujourd'hui, à des besoins plus commerciaux. Aujourd'hui, on a déjà encarné 9 missions, 9 lancements. Vega et Vega C, 6 pour Vega, 3 pour Vega C. Donc effectivement, c'est vraiment un lanceur qui est très demandé. On a des prospects en cours et des négociations en cours pour 2 nouveaux lancements de Vega et de Vega C dans les années qui viennent. Ce satellite d'observation de la Terre pour le Royaume du Maroc a été développé par le consortium Thales Aliena Space en tant que mandataire et Airbus en co-maîtrise d'œuvre. C'est le premier satellite marocain lancé par Ariane Espace, oui. Il y avait déjà eu un petit satellite, un microsatellite qui avait été fait par le Maroc, qui avait été lancé il y a quelques années, qui faisait quelques dizaines de kilos. Donc c'était absolument pas la même classe de satellite que celui qu'on vient de lancer ce soir. C'est un satellite très très important pour le Royaume du Maroc. Et nous, Ariane Espace, effectivement, on est très fiers d'avoir
fait décoller ce premier satellite d'observation de la Terre pour le Maroc. C'est la 8e fois que le lanceur polyvalent Vega réalise une mission au service de la Terre. Entre 9 et 10 vols de Vega et Vega C sont déjà prévus entre 2019 et 2021. Et le groupe Soft qui allie musique fine et texte pertinent est en tournée à la Martinique. Avant leur grand concert prévu le 18 novembre au Carbet à Fort-de-France, son leader, Fred Déa, a rencontré Anne-Elisabeth Artsen, à qui il a expliqué ce qui porte ce beau projet musical. On regarde. Un saxophoniste, un bassiste, un guitariste, une violoniste et un chanteur, Fred Déa, compose le groupe Soft depuis plus de 10 ans. Après ses 3 premiers opus, le groupe revient avec son nouvel album. Le 4e album de Soft, qui s'appelle Ti Guadeloupéen, on va le présenter au Grand Carbet le 18 novembre. L'album sera dans les bacs fin novembre, donc c'est peut-être un peu avant, mais on va carrément tout jouer. Pour présenter, on le présentera aussi au New Morning le 2 décembre. Et après, on le joue en Guadeloupe. Alors évidemment à la Casa, et on va chercher un maximum de petites salles pour pouvoir jouer cette musique-là. Titre phare et nom de l'album, Ti Guadeloupéen, qui allie rythme traditionnel bien de chez nous et une légère touche jazzy propre aux sonorités du groupe, est surtout un appel à l'unité. Une chanson qui raconte Ti Blanc, Ti Nègre ou Ti Indien au son Ti Guadeloupéen. Et c'est une chanson qui essaie d'exprimer ce que nous sommes, un peu comme notre musique en fait. Essaie de raconter que Grand-Papa Yo fait au Liban, à Nancy, à Bordeaux, en République dominicaine, en Dominique, etc. Mais nous qui là, nous toutes nous ensemble, nous toutes nous sommes une vini. Et c'est ça qui est un Guadeloupéen. C'est ça nous y est, là. Les Indiens, petits blancs, petits nègres, nous toutes. Et c'est ça le sens même de cette chanson et de cet album-là, Ti Guadeloupéen. Parce qu'il faut accepter de changer. Il faut accepter de changer, il faut voir notre pays tel qu'il est vraiment. Et c'est ça, Ti Guadeloupéen, en musique Kika. Une musique délicate teintée de gros cas et des sonorités acoustiques, c'est l'essence de ce groupe aux lyrics conscients qui donne rendez-vous à son public martiniquais le 18 novembre prochain au Grand Carbet. Bonbon siwo, misa ouye ban moi. Ou kadouci chaque minute sans moi. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au lycée du Charmois à Saint-Claude de 8h30 à 13h. Et, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et puis demain, dans vos kiosques, le magazine Nouvelle Semaine sera disponible. Nos confrères reviennent sur la visite du Premier ministre Édouard Philippe. Et c'est la fin de notre information locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 8 novembre. À la une ce soir, nous l'avons vu, la colère des éleveurs confrontés au ravage de la gale. Ils ont tapé du poing sur la table en bloquant l'abattoir du Moule. Ils veulent que cette maladie soit éradiquée afin de permettre le développement de l'élevage. Et nous l'avons vu aussi à Vieux-Fort, dans la section de Rigolette. Plusieurs dizaines de familles, dont des personnes âgées, sont privées de téléphone depuis le passage de l'ouragan Maria. C'est leur quotidien qui est rendu impossible par cette situation. Et elle avait été moquée pour sa gestion de la ville qui cumule un déficit de 2,5 millions d'euros. Le préfet, en rétablissement en recette d'1,9 million, lui a donné raison et fait baisser considérablement le déficit de la ville à 62 000 euros. Marie-Louise Panchard était notre invitée ce soir. Et puis mythique, magique et agréable à l'oreille, le groupe Soft qui présente son prochain album avant de s'envoler pour un concert à la Martinique. Son leader Fred Déa nous a dit ce qui porte ce beau projet musical. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.